Alors, ce «Kwe Cassez-nous», c'est l'expression aujourd'hui pour ce soir, en tout cas du moins. Il nous fait plaisir de vous accueillir. Merci de mettre vos micros en sourdine si vous ne vous exprimez pas, parce qu'on voudrait surtout entendre notre conférencier. Si ça ne vous dérange pas non plus, peut-être fermer la caméra le temps parce que le conférencier ce soir va avoir une présentation PowerPoint, donc pour qu'on puisse bien voir la présentation. Puis, je vous invite, si au cours de la présentation vous survient une question, vous pouvez l'écrire dans la boîte en anglais. Si vous avez le système en anglais, c'est chat. Et si c'est en français, ça s'appelle converser en bas de votre écran. Vous pouvez l'écrire. Puis si vous ne voulez pas l'écrire à la fin de la présentation, on pourra prendre les interventions. Puis, à la toute fin, vraiment, on va avoir une partie moins formelle. On vous garde une petite surprise. Alors, je pense que ça, tu peux passer à la prochaine diapo. Donc, vous avez vu, on a commencé nos coins de feu en octobre. On a eu des sujets vraiment, vraiment intéressants et c'est encore une fois ce soir, on poursuit les thématiques qui ont été mises de l'avant. Oups! Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Donc, ce n'est pas grave. Donc, ce soir, pour le 18 février, c'est la vision autochtone de l'unité. Alors, avec Alexandre Bacon. Puis, le prochain coin de feu va avoir lieu le 11 mars sur l'Institut sur la prospérité mondiale. Donc, il me fait plaisir de vous accueillir à tous au nom de l'Assemblée spirituelle Baha'i de Québec et de vous présenter ce coin de feu de février. Donc, comme je le mentionnais, le thème de ce soir, c'est la vision autochtone de l'unité avec Alexandre Bacon. Il est Innu, originaire de la communauté de Mashtoyach. Mashtoyach, excusez-moi, ma langue a fourchu. Alexandre dispose d'une excellente connaissance des contextes historiques, politiques, socio-économiques des Premières Nations, tant au Québec qu'au Canada. Il œuvre depuis plusieurs années à promouvoir la richesse culturelle des Autochtones ainsi que le rapprochement entre les peuples par l'organisation de différents événements permettant des occasions de rencontre et de partage. Donc, sans plus tarder, je me tais ici et je laisse la parole à Alexandre. Oui, Louise, j'espère que vous vous portez bien. C'est vraiment un honneur pour moi de vous retrouver ce soir. J'aurais vraiment évidemment souhaité que l'on se rencontre en personne, puis ça aurait été l'occasion de nous voir ou de nous revoir. Mais que cela ne tienne, la technologie est là et nous permet de nous rejoindre même à distance. Alors, ici à Montréal, en tout cas où je me trouve, on a eu une sacrée belle bordée de neige très étonnante, alors que hier soir, il n'en restait même pas 1 centimètre. Voilà, territoire d'ailleurs de Montréal, puis peu importe où vous vous trouvez dans les Amériques en ce moment, rappelons-nous que nous sommes sur du territoire occupé par les premiers peuples depuis des milliers d'années. Alors, évidemment, l'histoire fait en sorte que les peuples de partout, plus que jamais, se rencontrent, se mélangent. Et c'est bien sûr un défi aujourd'hui pour toute l'humanité de composer avec la diversité, avec la différence, avec une sorte d'altérité. Alors, comment est-ce que les peuples autochtones composent avec cette altérité? C'est ce survol que je vous propose de faire ce soir. Et il y aurait beaucoup à dire. Et vous allez voir dans la présentation qui va débuter par la suite, j'ai mis au pluriel vision.
Alors, parce que bien sûr, il n'existe pas qu'une seule vision de l'unité chez les peuples autochtones. Il y a une très grande et très belle diversité de réalités culturelles, sociales, linguistiques, politiques, historiques. Et c'est un des biais parfois que l'on pourrait avoir de dire ah, la culture autochtone. Évidemment, la culture autochtone existe tout aussi peu qu'il existerait une culture africaine. Ah, vous connaissez la culture africaine aussi, 54 pays, 1,3 milliard de personnes et 2000 langues. Alors, il en va de même pour les peuples autochtones. Alors, ce soir, plutôt que prétendre faire un tour d'horizon de toutes ces visions, j'en ai sélectionné quelques-unes, peut-être que qui sont un petit peu plus proches de moi. J'avais envie de prendre l'unité dans un sens assez large parce que on le verra à travers le petit voyage que je vous propose ce soir. L'unité d'un point de vue autochtone s'entend de façon, bien sûr, s'entend d'un point de vue d'unité de race humaine, mais s'entend aussi dans un sens plus large. On dit souvent que chez les peuples autochtones, l'individualité n'existe pas vraiment. Oui, bien sûr, il y a des personnes, mais lorsque l'on plonge réellement dans l'être, on ne peut pas être tout seul hors du monde comme ça. Puis on va le voir tout à l'heure, et on dit souvent qu'il n'y a que des relations, en fait. Vous n'existez pas hors du monde. Et c'est cette relation avec le monde qui fait en sorte que vous êtes et vous faites partie intégrante d'une unité qui est plus large. Alors, c'est ce dont on va aborder en trois aspects. Une première que je vous propose et que l'on retrouve dans le corpus de récits fondateurs du groupe culturel algonquin. À la prochaine diapo, en parlant de diversité, je vous ai simplement mis ici une petite carte qui représente à peu près la répartition géographique des grandes aires culturelles des premiers peuples en Amérique du Nord. Alors, bien sûr, on remarque à quel point ces frontières n'ont rien à voir avec les frontières avec les États-Unis, le Mexique ou encore les frontières entre les provinces ou les États. D'ailleurs, c'est évidemment un enjeu pour les peuples autochtones qui ont souvent des communautés sœurs de part et d'autre de ces frontières. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que, donc, disons, dans l'Est du Canada, on retrouve trois grands groupes culturels et chacun va avoir plusieurs langues. Hein. Alors, par exemple, si vous prenez la partie beige, moi qui suis daltonien, j'ai toujours un peu d'hésitation lorsqu'il s'agit de qualifier les couleurs, mais en tout cas, ce qui compose donc la partie centrale, très vastement répandue, c'est la famille algonquienne qui regroupe des nations dont vous avez certainement entendu parler du nom, dont les Inuits, dont je fais partie, bien sûr, mais les Naskapis, les Cris, les Atikamekw, même les Mi'kmaq, les Malécites, les Ojibwés font partie de cette grande famille algonquienne. Ils partagent bien sûr je vous dirais, des racines communes en termes linguistiques, bien que ces langues soient bien sûr complètement différentes un peu comme les langues indo-européennes. On peut bien sûr comparer l'italien, l'espagnol, le portugais qui se ressemblent. Mais le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais sont également des langues indo-européennes passablement différentes. Alors, donc évidemment, moi, je connais davantage le corpus de récits fondateurs du groupe algonquien et plus précisément celui des Inuits, mais je vous le mentionnerai tout à l'heure, là, ces récits-là sont partagés assez largement par d'autres nations qui appartiennent à la culture algonquienne. Alors, simplement pour illustrer justement toute cette diversité de réalités,
qui existent. Il n'y a donc pas une seule façon de parler de l'unité chez les peuples autochtones. Alors, je vous propose de commencer alors, à la diapo suivante, puis comme l'a mentionné Lise tout à l'heure, n'hésitez pas à m'écrire vos questions, puis ou prenez-les en note tout à l'heure. Là, vous aurez l'occasion de me les poser oralement. Donc, on retrouve chez les peuples algonquiens ces récits fondateurs qu'on appelle un Atnogan ou au pluriel Atnogana, qui sont ces mythes fondateurs qui sont à peu près au nombre de 5. Et ce sont des récits extrêmement riches et qui demandent quand même un certain temps à raconter. Je vous dirais qu'en moyenne, chacun de ces récits demande entre 2 et 3 heures pour les raconter dans leur entièreté. Alors, on retrouve énormément d'éléments dans ces récits-là. Le premier, puis un de ceux que je trouve les plus fascinants, c'est celui de Mèche, mais c'est l'histoire d'un poisson, en fait. Et ça raconte, c'est assez étonnant quand on plonge dans l'histoire de Mèche. Je vais y revenir dans quelques instants, mais ça raconte les origines du monde. Et à la différence de bien d'autres récits fondateurs à travers le monde, où le monde est créé par une puissance divine, parfois assez plus ou moins rapidement. Mèche a la particularité de raconter un monde qui change très doucement et qui est presque qui change vraiment sur des longues périodes de temps et se transforme. Il se transforme et il se transforme. Le deuxième de ces récits qu'on appelle Kwekwatio a donc donné un mot en français. Le mot carcajou vient de ce terme algonquin Kwekwatio, donc cet animal. Et Kwekwatio ou Mahakwekwatio, c'est un personnage central très drôle qui est une espèce de anti-héros qui nous raconte tout ce que l'on ne doit pas faire. Donc, évidemment, il lui arrive systématiquement 1000 mésaventures tout au cours de ses péripéties. Tchakapesh raconte l'histoire du premier homme sur Terre. Je vais y revenir tout à l'heure. Vous avez les oiseaux d'été, qui est la fin de l'ère glaciaire. Et enfin, Ayaesh, l'histoire de l'enfant abandonné. Alors, ce sont puis je vais les survoler rapidement et vous allez voir qu'à travers ces récits, on parle de l'unité à différents égards, dans différentes dimensions. On y explique beaucoup de choses sur le monde, pourquoi il a la forme qu'il a, mais aussi, évidemment, on propose toute une série de règles, je ne dirais pas de lois, mais à tout le moins de règles sur le vivre ensemble, sur le respect des animaux, sur ce qu'il convient de faire ou ce qu'il convient d'éviter. Alors, on retrouve là, bien sûr, des enseignements qui sont extrêmement importants pour les peuples autochtones et qui ne sont pas anodins. Moi, à mon avis, quand on se raconte des histoires, on vient se trifouiller dans le fin fond de l'inconscient. Sitôt que quelqu'un commence à parler et qu'il ouvre en disant « il était une fois », le cerveau se met dans une drôle de posture où tout à coup, que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, on se retrouve à être emporté dans un monde imaginaire et où on arrive à se laisser toucher avec une plus grande profondeur. Et ces récits sont importants, à mon avis, parce qu'ils sont porteurs de valeurs et de vision du monde. Ils viennent nous transformer dans notre identité, dans notre façon de nous voir et d'agir avec le monde. Alors, je vous propose qu'on poursuive avec Mèche.
qui est le premier des Atalugan. Atalukan ou Atnogan, ce sont alors, c'est drôle parce qu'à Mashtuyach, on a un Innu qui est un peu différent du reste des communautés Innu. Alors, on dit Atalukan à Mashtuyach, mais ailleurs, on dit Atnogan, mais c'est la même chose. Alors, donc, c'est d'ailleurs une histoire qui a presque été perdue. J'ai eu l'honneur, il y a quelques années, là, d'enregistrer un aîné dans la communauté de Unamen Chipou, qui est une communauté assez éloignée, qui n'a même pas de réseau routier pour s'y rendre. On appelait jadis cette communauté La Romaine, là, sur la basse Côte-Nord. Alors, peut-être avez-vous déjà eu la chance de vous y rendre. Alors, cet aîné était, à ma connaissance, un des seuls qui était capable de relater ce récit. Alors, on a pu l'enregistrer dans toute son entièreté. Alors, que raconte l'histoire de Mèche? Ça raconte qu'au début du monde, sur Terre, il n'y avait principalement que de l'eau. Il y avait quelques petites parcelles de terre ci et là, et il n'y avait de vie, en fait, que dans ces immenses étendues d'eau. Il n'y avait à peu près que des poissons, que des animaux marins. Et Mèche, c'est ce poisson qui décide, lui et sa femme, d'aller explorer, voir hors de l'eau, qu'est-ce qui s'y trouve. Alors, il se hisse doucement, lui et sa femme, hors de l'eau et s'installe sur la plage. Et on comprend au fil des phrases qui suivent qu'il reste longtemps sur la plage et que le soleil le transforme. La force du soleil le transforme jusqu'à ce qu'il lui apparaisse progressivement des bras et des pattes. Sitôt qu'il en est pourvu, la curiosité le pique et il lui prend l'envie, lui et sa femme, de remonter la rivière où il trouve d'immenses arbres dans lesquels il grimpe. Et il grimpe, et ce sont des arbres immenses, très, très hauts. Et encore là, par la force du soleil, son corps se transforme. Il observe même qu'il se transforme. Et quand il redescend très longtemps plus tard de l'arbre, il est entièrement recouvert de poils. Et c'est alors qu'il rencontre toute une série d'autres êtres, des animaux qu'il ne connaît pas et qu'il apprend à connaître progressivement en les questionnant. Et c'est alors d'ailleurs qu'il rencontre un bébé loup, qu'il l'adopte et qui va chasser pour lui, qui va devenir son allié dans son quotidien. Donc, le récit se poursuit et il lui arrive mille péripéties et même à un certain moment donné, des êtres maléfiques cherchent à faire remonter le niveau des eaux pour pouvoir capturer l'ensemble des êtres vivants qui se trouvaient alors sur Terre. Et pour sauver ces êtres de cette montée des eaux, il construit un immense radeau sur lequel il réunit des couples de toutes les espèces animales. Alors, ça vous rappelle bien sûr d'autres récits que vous connaissez. Mais de toute évidence, quand on se penche plus en détail sur le récit, on voit bien que à part cette idée de réunir sur un radeau tous les animaux de la Terre, la comparaison s'arrête là, ce n'est de dire qu'il est chargé de sauver tous ces animaux vivants sur Terre. Il est dans cette lutte à ces êtres maléfiques qu'il finit effectivement par tuer dans presque leur entièreté. Puis je dis bien presque. Donc, il va sauver tous les animaux et va devoir en fait confier la mission à différents animaux de retrouver ne serait-ce qu'un grain de sable pour qu'ils puissent reconstituer toutes les terres que nous connaissons aujourd'hui.
Et évidemment, donc, l'entreprise ne sera pas facile, mais on dit dans certaines versions du récit que c'est le rat musqué, à d'autres occasions que c'est la martre qui réussit à ramener à la surface ce grain de sable duquel Quequacho Mesh, pourra reconstituer le monde. Donc, le récit se poursuit, il lui arrive encore 1000 aventures jusqu'à ce que, au terme de sa vie sur Terre, il confie tout son savoir cumulé depuis le début du monde et tout ce qu'il a accumulé donc comme force à un autre personnage d'importance qui est Carcajou ou Quequachao. Alors, et là, je ne sais pas si à la diapo suivante, je passe à Chacapesh. Je reviendrai tout à l'heure sur le récit de Quequachao. Mais donc, Chacapesh, donc on dit que c'est le premier homme. Donc, à Quequachao, il lui arrive encore 1000 aventures. Puis c'est très, très rigolo de voir ce personnage un peu hétéroclite qui commet 1000 bêtises qui se retournent inévitablement contre lui. Survient donc dans la suite du récit de Quequacho cet autre personnage qu'on dit être le premier homme sur Terre. Sauf que ce qui est un peu étrange, c'est que contrairement d'ailleurs à la plupart des autres récits de la création de l'homme, Chacapesh, le récit de Chacapesh débute par celui de ses parents, en fait. Alors, donc, ses parents s'en vont dans une vallée où on dit qu'il y a d'immenses bouleaux où ils pourront récupérer de grands morceaux d'écorce. Donc, ils s'y rendent. On comprend que la mère de Chacapesh est enceinte de lui, et ses parents sont tués par un être, en fait, une espèce de monstre qu'on décrit un peu comme un ours géant avec une grande trompe et de grandes oreilles. Donc, ses parents sont tués, mais le monstre en question, si on veut, la laisse balance au loin l'utérus, donc Chacapesh qui s'y trouve encore. Ça va lui permettre finalement de se sauver et d'aller rejoindre sa sœur qui était restée au camp. Alors, et puis je vous fais ça en résumé, hein, je vous le dis, ces récits-là durent environ 2 à 3 heures chacun, donc énormément de contenu, mais simplement pour dire qu'on comprend au fil du récit que Chacapesh, donc, qui va successivement dans chacune de ses aventures, débarrasser le monde des cannibales. Alors, le monde à cette époque-là est peuplé de cannibales et il va tour à tour les tuer pour débarrasser le monde de cette calamité. Mais on comprend aussi que Chacapesh est jusque-là entièrement recouvert de poils et que ses parents et sa sœur n'avaient jusqu'alors jamais mangé de viande. Chacapesh est donc ce premier homme à chasser et à proposer que nous mangions de la viande qui devra être cuite. Et donc, Chacapesh, à un moment donné, dans ses aventures, et si on veut, attiré dans un piège dont il avait été averti par sa sœur. Et ce piège consistait en ces cannibales qui l'invitaient à se balancer. Et au moment où l'eau était bien bouillante dans le chaudron qui se trouve devant, les cannibales, les Hatchen qu'on appelle, vont couper la corde de sorte que Chacapesh va se retrouver au fond de cette grande chaudière d'eau bouillante.
Alors, il avait prévu son coup, s'était enduit le corps d'une huile de sorte qu'il n'allait pas être brûlé. Et aussitôt que les cannibales se sont penchés autour du chaudron pour voir s'il était cuit, il va renverser la chaudière d'eau bouillante sur les cannibales, les tuant sur le coup. Mais il ne s'en sortira pas tout à fait indemne et va perdre presque l'entièreté de ses poils, sauf évidemment ceux qui se trouvent sur sa tête, sous ses bras et à d'autres endroits que vous pourrez certainement imaginer. Et donc, Tchakapesh, on comprend que jusqu'à ce que Tchakapesh arrive dans le monde, euh, eh bien, nous aurions été tous des végétariens poilus. Alors, il en reste deux, trois, j'imagine, vous vous dites. Et donc, mais c'est quand même fascinant de voir comment est-ce que, donc, à partir de Mesh, par Cuecuacheo, par Tchakapesh, on raconte une continuité vraiment continue, donc entre le monde animal et le monde humain. Et dans bien des récits, parce qu'il y en existe d'autres que ceux-là, il y a un autre corpus de récits qu'on appelle les Chipachimoun, qui sont des récits de vie. Euh, on voit tout le temps, puis même dans la façon dont cette histoire sont racontées, les animaux sont nommés comme des frères. Alors, nous sommes tous frères. Et la structure même du récit met en évidence à quel point nous sommes en lien étroit avec l'ensemble du vivant sur Terre. D'ailleurs, dans les langues algonquiennes, dans toutes les langues algonquiennes, il est assez intéressant de voir dans la structure même des langues que chaque verbe, puis ce sont des langues qui sont principalement des langues de verbes, c'est ce qui les rend aussi complexes et difficiles à apprendre. Donc, par exemple, il n'y a même pas d'adjectifs dans les langues algonquiennes. Tous les adjectifs sont aussi des verbes. Alors, si je dis, par exemple, le ciel est bleu, je vais dire Washko, Washkono, donc qui veut dire le ciel, il bleu. Donc, c'est vraiment un verbe. Et c'est dans ce cas-ci, donc c'est vraiment, on pourrait le conjuguer si on veut, littéralement. Il bleuait, il bleura demain encore. Et par contre, Washkono est mis sous une forme de sujet du verbe inanimé. Et chaque verbe peut se conjuguer soit en verbe animé ou inanimé. Donc, vous êtes un peu obligé quelque part de choisir si vous considérez que le sujet du verbe est vivant ou non vivant. Alors, la structure même de la langue fait en sorte que l'on accorde une importance centrale au vivant. Dans cette conjugaison même des verbes. Le vivant occupe une place vraiment extrêmement importante. Ce n'est pas pour rien qu'il y a cet attachement très intime au territoire, aux animaux, aux plantes et au respect de ceux-ci. Tous les récits fondateurs invitent à ce respect, invitent à se sentir profondément liés, en fait, à tout le monde du vivant. Alors, c'est dans ce sens-là, tout à l'heure, que je vous disais, l'unité, elle est extrêmement, elle est bien sûr au sein de la race humaine, puis je vais y revenir dans quelques instants, mais aussi dans cette relation que l'on cherche toujours à approfondir, à purifier d'une certaine façon. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu dans les cérémonies, on le voit à l'occasion, cette sauge qui brûle dans un coquillage avec une plume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste, cette sauge que l'on brûle dans un coquillage avec une plume? Et bien sûr, il y aurait toutes sortes d'interprétations possibles. Parmi celles que j'ai entendues, il y en a une qui m'interpelle plus et qui raconte simplement que dans ce geste, il s'agit de réunir les quatre éléments.
Puis vous avez en effet dans ce simple geste le coquillage qui va représenter tout naturellement bien sûr l'eau. Vous avez la plume qui va représenter l'air bien sûr. Vous avez la sauge elle-même qui représente la terre, le feu et la fumée évidemment qui représentent ce quatrième élément. Et dans ce geste qui réunit les quatre éléments, on va d'une certaine façon, cette purification, c'est vraiment littéralement comme ça que l'on parle de ce rituel. À quoi sert la purification, si ce n'est quelque part à raffermir le lien qui vous unit avec l'ensemble du monde qui vous entoure. Alors, ce lien-là, la purification, l'intensification de ce lien, est extrêmement importante à maintenir. Il est au cœur de la santé mentale, physique, spirituelle de l'être. Alors, si vous permettez, je vais passer plus rapidement sur les récits suivants, puis non pas qu'ils ne sont pas intéressants, mais par exemple, à la diapo suivante, j'ai parlé, puis on parle de toutes sortes de choses, puis au niveau des partages des ressources, je vais juste faire une petite parenthèse sur l'histoire des cannibales, parce que les cannibales occupent une place assez importante dans la mythologie algonquienne en général, dont il y a d'autres récits, dont par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de Wendigo. Wendigo, c'est peut-être le nom d'un personnage mythologique dont on a entendu plus souvent parler, souvent sans connaître exactement ce dont il s'agissait. Wendigo, on dit qu'il a l'apparence de ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être un mort-vivant, mais on dit qu'il a jadis été un homme qui vivait avec sa famille en territoire et que alors qu'il traversait un univers plus rude et que la famine a commencé à sévir, il n'arrivait plus à trouver à manger, il a complètement perdu la boule et a mangé sa propre famille. Et je vous résume bien sûr l'histoire, mais puis bien sûr, en plus de souligner l'interdit de l'anthropophagie, du cannibalisme, ces récits-là invitent à beaucoup plus que ça et à comprendre le cannibalisme dans un sens plus large et plus profond, c'est-à-dire que on dit qu'en chaque homme sommeille un Wendigo qui, lorsque les ressources manquent, a envie d'en avoir plus que ses voisins, a envie d'en avoir que son clan est plus que le clan voisin, que sa nation soit plus forte que la nation voisine. Alors, le cannibalisme est entendu aussi dans une sorte de cannibalisme économique aussi, cannibalisme relationnel. Donc, il y a cette invitation à ne jamais succomber à la tentation de laisser Wendigo l'emporter d'une certaine façon, on pourrait très clairement faire le parallèle entre comparer le Wendigo à l'individualisme montant et rampant, qui, d'une certaine façon, est une sorte de cancer pour l'unité de l'humanité. C'était juste une petite parenthèse que je voulais vous faire sur Tchakapesh et sur le cannibalisme, mais comme je disais, on le retrouve dans bien d'autres choses. Alors, à la diapo suivante, je vais y aller, je vais simplement mentionner un seul élément sur ce récit que je trouve intéressant, parce que, c'est l'histoire de cet enfant dont les parents n'arrivent plus à venir à bout des poux qui se multiplient sans cesse sur la tête de leur enfant. Ils tentent vainement de venir à bout de tous ces poux, mais n'y arrivent pas, à tel point que finalement, ils décident d'abandonner leur enfant derrière. Et il est récupéré par une sorte de géant qu'on appelle Mishtaapeo, littéralement, qui veut dire le grand homme. Qui est un grand-père très sage qui récupère l'enfant.
et qui donc va le ramener à ses parents, non sans leur faire bien sûr une certaine leçon. Juste une peu, puis évidemment, ce récit-là, ce n'est que le tout début du récit, ce que je viens de vous raconter, mais Mishtapeo débarrasse quand même l'enfant d'à peu près tous ses poux, mais il en laisse quand même trois, un papa pou, une maman poux et un bébé poux. Alors, on se dit, pourquoi laisse-t-il encore trois poux sur la tête de cet enfant alors qu'il aurait pu l'en débarrasser complètement? Et ce que l'on comprend dans l'histoire, c'est que même ces petits êtres que l'on dirait nuisibles ont quand même leur place dans ce monde. Et c'est peut-être le défi que nous avons de composer des fois avec des choses, des gens, des pensées, des valeurs qui nous dérangent, qui sont différentes des nôtres. Alors, même ces êtres petits et dérangeants ont aussi leur place dans le monde. Le dernier des récits, à Yaesh, si vous permettez, je vais le passer. Je voulais simplement vous le mentionner au passage, si tu veux bien, Soël. Merci. Kwekwacho, je vous l'ai raconté brièvement tout à l'heure. Il y aurait, comme vous le savez, il y a beaucoup à dire encore. Mais on aura l'occasion peut-être de nous refaire une autre séance où on l'approfondira. Donc, on le voit, donc il lui arrive, il y a environ une trentaine de courts récits de Kwekwacho qui mettent en évidence justement ces valeurs de vivre ensemble. Comme je dis, il fait tout ce que l'on ne doit pas faire. Donc, il est avare, il est gourmand, il ne veut jamais partager avec les autres, il est imbu de lui-même. Et il a quand même une caractéristique assez spéciale, c'est que son derrière parle. Alors, il est dans un dialogue à peu près continu avec son derrière, derrière d'ailleurs, qui n'a pas Carcajou en très haute estime. C'est extrêmement drôle d'entendre ces dialogues entre lui et son derrière. Ça donne, en tout cas, c'est assez intéressant. Puis, c'est comme s'il y avait une deuxième intelligence derrière. D'ailleurs, on dit que notre microbiote est un deuxième cerveau. Alors, peut-être était-ce du côté des Premières Nations une sorte d'analyse ancienne de l'affaire. Alors, on va poursuivre. Donc, il y a plein d'autres récits qui sont vraiment fascinants et qui racontent toutes sortes de choses, des tabous, comme je disais, des règles de vie. Mais comme je dis, on manque déjà 2 minutes, puis j'aimerais quand même plonger rapidement dans deux autres dimensions de l'unité. Vous avez certainement déjà vu passer la roue de médecine. La roue de médecine qu'on retrouve souvent comme une espèce de symbole de la spiritualité autochtone, de la médecine, de l'approche de la conception qu'ont les Premières Nations de l'être humain. Alors, d'abord, cette représentation symbolique existe davantage dans l'Ouest. Et là, mais au fil des années, particulièrement au cours du 20e siècle, là, elle a fini par influencer aussi les Premières Nations qui se trouvent plus à l'est, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec. Donc, je vois beaucoup de Premières Nations réutiliser la symbolique de la roue de médecine, qui est extrêmement intéressante et qui décrit, si on veut, les 4 grandes dimensions de l'être, mais qui, donc, que ce soit l'esprit ou l'âme au nord, la raison à l'est,
Vous avez le corps au sud, le corps à l'ouest. Donc, ce sont les 4 grandes dimensions qui forment une unité. D'ailleurs, puis on se sert beaucoup de cette symbolique-là pour, si on veut, amener dans les processus de guérison la personne à retrouver un équilibre. Mais on se sert aussi de la roue de médecine pour décrire on dit toutes les races de l'humanité se trouvent quelque part réparties dans l'une ou l'autre de ces couleurs et nous formons une unité au sein de ce grand cercle. Alors, on peut dire simplement que des fois, j'ai rigolé avec des amis parce qu'on disait, bon, ben, les jaunes, c'est les Asiatiques, les rouges, ce sont les peuples autochtones d'Amérique, les noirs d'Afrique, les blancs, mais où sont les Arabes? Ça, c'est pas sûr, il faudrait peut-être ajouter quelques couleurs, mais bien sûr, il s'agit simplement d'une représentation symbolique. Comme je vous disais, tous les peuples du monde se retrouvent quelque part dans ce grand cercle où nous formons un, ultimement. Donc, à la diapo suivante, je voulais simplement donc montrer justement comment est-ce qu'on répartit. Les couleurs parfois changent, l'angle change, mais souvent on va répartir comme ça, donc les quatre grands cadrans, donc les 4 grandes dimensions de l'être. Mais on se sent, comme je vous disais, de ça pour aborder de nombreuses dimensions de la vie dans une approche qui est dite holistique, c'est-à-dire dans une approche globale, on dit qu'il n'y a rien qui existe de manière déconnectée du reste. C'est pour ça que, par exemple, des fois, on voit des Premières Nations participer à des consultations sur un projet qui se déroule dans un endroit, puis on cherche à connaître les impacts sur une espèce animale ou sur un cours d'eau. Et souvent, il y a une espèce d'incompréhension mutuelle parce que pour les Premières Nations, souvent on dit, oui, mais le cours d'eau n'existe pas indépendamment du reste du territoire. Ce qu'on fait dans ce cours d'eau va nécessairement affecter plus vastement le reste du monde. Et on ne peut pas isoler une variable comme ça en pensant qu'on contrôle l'ensemble des paramètres. De même, la diapo suivante, je vous avais mis une image ici simplement pour illustrer comment est-ce qu'on voit souvent même ici, puis ça c'était une illustration tirée d'une des organisations régionales Premières Nations Québec. Donc, on va reprendre la rue de médecine pour illustrer les différentes dimensions qui existent, mais qui font un. Et peut-être pour terminer, je voulais aussi vous parler d'une autre dimension, puis je n'ai pas de diapo pour supporter l'affaire, mais j'aimerais peut-être partir simplement de mon expérience personnelle, mon vécu dans les communautés Premières Nations. Et il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les communautés. C'est la très grande liberté qui est laissée à chaque individu pour penser et devenir, faire ce qu'il veut. Il y a une très grande liberté qui est laissée, puis je me suis jeune alors que j'étais adolescent, puis bon, comme tout adolescent, des fois, on a une compréhension parfois limitée, on a envie de faire les choses à notre manière, puis des fois, les plus vieux auraient envie de nous dire, ben non, on ne fait pas ça, ça n'a pas de bon sens. Mais de la façon dont on m'a toujours approché, c'est de me dire, ben, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais fais ce que tu veux, c'est à toi les oreilles. Alors, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu cette expression, c'est à toi les oreilles. Alors, c'est à toi les oreilles, ça voulait un peu dire, vas-y, fais ton expérience. Tu penses que
Si tu penses que tu as raison, fais l'expérience par toi-même. Et toute la pédagogie autochtone est vraiment basée sur l'expérience, sur l'observation des autres, bien sûr, mais par l'expérience. C'est sûr que dans un mode de vie nomade, d'empêcher l'enfant de faire 1000 expériences du monde, c'est probablement handicaper l'autonomie dont il va avoir vitalement besoin pour survivre dans le monde. Donc, je vous parle de ça parce que pour moi, je le vois dans les communautés, dans les processus décisionnels dans les communautés, le très grand respect de l'opinion puis de la pensée de chacun. Bien sûr, il y a des nuances, puis il y a des gens qui sont très peu respectueux de la différence ou qui sont très émotifs, puis il y a toutes sortes. Évidemment, je ne voudrais pas vous laisser penser que c'est un monde idyllique et un Éden de relations loin de là. Mais c'est quand même, ce que je remarque, c'est cette très grande de liberté qui est laissée à l'individu et pour devenir ce qu'il veut. Alors, le lien ici que je tiens à faire avec l'unité, c'est que cette diversité, elle se fait aussi au sein d'une recherche, en tout cas, de l'unité au sein des collectivités, dans les individus. Et c'est peut-être un défi que l'on a aussi aujourd'hui dans nos sociétés d'arriver à accepter la différence identitaire, que la personne soit riche, pauvre, qu'elle soit homosexuelle, qu'elle soit peu importe ce qu'elle est. Et cette diversité au sein même de nos collectivités, c'est un véritable défi de retrouver cette unité au sein même d'une même nation et non pas uniquement à l'échelle de la planète et des différentes cultures. Enfin, écoutez, il est déjà 20h17, je pense que j'ai atteint mon temps limite qui m'était accordé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, bien sûr, ça va me faire plaisir d'y répondre, qu'elles soient écrites ou mentionnées oralement. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. C'était vraiment précieux, tout ce que tu as partagé pour nous. Moi, je regarde des mains d'applaudissements. C'est dommage qu'on n'entende pas le bruit, mais tu vois tout l'amour. On a l'habitude, nous, de mettre des petits cœurs. Alors, je te donne un gros cœur. Merci vraiment de ce partage et d'autant plus, je suis très heureuse, je suis sûre pour la communauté Baha'i de Québec, d'avoir cet enregistrement parce qu'on a vérifié avec toi si tu voulais que ça soit enregistré. Alors pour nous, c'est très précieux. On va déposer cet enregistrement, ça laisse une trace, c'est important d'avoir ces perspectives-là. Donc, ceux qui veulent réécouter Alexandre, de toute façon, il y a tellement une belle voix, hein, une voix radiophonique. Donc, vous allez pouvoir le réécouter sur le site de la communauté Baha'i de Québec.